Dans le rugby moderne, attaquer à partir de touche est quelque chose qui n'est pas évident. Les défenses sont de plus en plus denses et organisées, ce qui bloque les lancements de jeu adverses. A l'inverse des mêlées, là où le pack est dans son intégralité consommé sur la phase statique, le nombre de joueurs dans l'alignement peut varier. L'autre caractéristique des lancements sur touche est la distance de la défense par rapport à l'attaque. Il est à 10 mètres de chaque côté et vont donc avoir le temps de s'organiser, glisser pour combler les zones de fracture initiale et rattraper les décalages. C'est valable notamment sur les touches avec déviation, dans lesquelles il est rare de voir des franchissements directs si la défense ne commet pas d'erreur. Mais ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au lancement de jeu après ballon porté. Les ballons portés sont beaucoup utilisés pour différentes raisons. Le premier aspect est l'aspect stratégique. En fonction des zones du terrain, du profil de son équipe et de l'adversaire, des conditions climatiques, on peut l'utiliser pour sortir de son camp tout en bloquant les avants adverses et sans perte de terrain. On peut l'utiliser aussi pour lancer le jeu avec des lancements de jeu ou on peut l'utiliser en zone de marque pour scorer. Le deuxième aspect, c'est l'aspect tactique. On peut s'en servir pour arrêter l'adversaire, le pousser à la faute et lancer le jeu tout en se structurant pour avancer en fonction de l'adaptation de l'équipe adverse. Et le troisième aspect, c'est un aspect plus psychologique pour moi où ça peut être utilisé pour marquer l'adversaire. C'est-à-dire que le rugby est un sport de combat, c'est un sport d'évitement et de combat. Et dans ces phases de combat, les ballons portés, les mauls sont utilisés. Ça peut vraiment faire mal à l'adversaire quand on arrive à structurer, qu'on leur met 1, 2, 3 mauls de 10 mètres sur lesquels ils prennent des pénalités. Tu marques psychologiquement ton adversaire. Je commence tout juste à m'intéresser aux différentes structures sur ballon porté, puisque les structures sur ballon porté, elles vont varier. La manière dont les avants vont se structurer pour créer cette organisation collective pour pouvoir avancer. Mais comme j'ai jamais joué ou entraîné devant, il me faudra sûrement quelques mois ou quelques années pour comprendre comment ça fonctionne et quelles sont les différentes structures qui sont utilisées en fonction des profils d'équipe. La question à laquelle je tente d'apporter une réponse dans cette vidéo, c'est la suivante. Pourquoi les lancements de jeu après ballon porté sont très efficaces ? La réponse, elle est aussi simple à comprendre que difficile à traiter. Sur cette touche, on voit le Racing qui se structure en ballon porté. L'arbitre lève les bras, ce qui signifie que les défenseurs et les attaquants ne peuvent pas monter. Ils commencent sur la touche à 10 mètres de la ligne de remise en jeu et tant que le dernier participant au maul d'un côté ou de l'autre n'a pas franchi cette ligne de remise en jeu, les attaquants et les défenseurs ne peuvent pas rentrer dans cette zone sous peine d'être pénalisés parce qu'ils sont hors jeu. Et donc on va voir là les défenseurs et les attaquants qui attendent. Dès que l'arbitre va décider de baisser les bras parce qu'il considère que la ligne de remise en jeu a été franchie d'un côté ou de l'autre, le 9 peut s'approcher et tous les défenseurs peuvent s'approcher. Tant que cette ligne n'a pas été franchie, tout le monde doit rester à 10 mètres. Cela est très important car si la défense est à 10 mètres et ne peut pas monter, il est possible d'attaquer des zones friables. La seconde, c'est qu'on consomme les avants adverses sur la phase statique de la même manière qu'un lancement de jeu en mêlée. Ils ne pourront pas anticiper leur distribution défensive et ça va permettre à l'attaque d'avoir un temps d'avance. J'ai vu sur YouTube et entendu à la télévision de nombreuses analyses des lancements de jeu sur ballon porté qui disent que c'est bien joué, mal défendu, etc. Alors j'ai un principe très simple pour comprendre un lancement de jeu et quelle zone attaquer. Il faut dans un premier temps comprendre comment défendre et se distribuer en défense. La distribution défensive à partir de phase statique, c'est défini pour moi par chaque équipe en fonction du positionnement de l'adversaire. Sur mêlée, c'est assez simple car le 8 de devant, il a toujours la même position. On peut donc le définir à l'avance. Prenons l'exemple de cette demi-finale de Champions Cup entre le Racing et les Saracens. Il y a un lancement de jeu pour le Racing et il se positionne en 4-2, en 4-0-2. Ça veut dire 4 joueurs à gauche, 0 dans l'axe et 2 à droite. On s'aperçoit que sur leur distribution défensive, les Saracens défendent avec un 2+1 ou 3 joueurs à gauche et 2 joueurs uniquement à droite et 1 qui sera dans l'axe. Alors pourquoi est-ce qu'ils se permettent d'avoir ces 2 joueurs à droite et ces 3 joueurs à gauche ? Tout simplement parce qu'on va anticiper en fait le départ 8-9 et donc le +1 que le 9 peut amener sur le côté droit et donc on laisse un joueur de plus puisque si on ne le met pas, on va se retrouver automatiquement avec un 3 contre 2 à jouer. Un 3 contre 2, c'est facile à ce niveau-là de le jouer avec de la vitesse. De l'autre côté, on commence avec 2 défenseurs en anticipant le fait que le premier défenseur sera le 9 sur le 10 et qu'on va venir combler cette zone de fracture le plus rapidement possible, que le deuxième défenseur va devoir faire le choix de défendre soit sur le premier, soit sur le deuxième, et le deuxième défenseur devra faire le choix soit de défendre sur le deuxième attaquant ou le troisième attaquant. Et donc on essaye en permanence de contrôler comme ça. Et sur la distribution défensive, ça c'est propre à chaque équipe, on peut se dire que là, le troisième ligne L côté droit va venir fermer l'intérieur du 9 qui va défendre sur le 10.
Le 8 va pouvoir passer dans le dos pour aller défendre cette zone ici. Le troisième ligne L ici va fermer l'intérieur si ça joue de ce côté-là, et ainsi de suite. Et ça, c'est la distribution défensive et c'est très très normé. Et sur les mêlées en 4-0-2, si la défense est correctement positionnée, on s'aperçoit que les équipes qui attaquent vont toujours lancer le jeu quasiment de la même manière pour pouvoir attaquer une zone de break. Si c'est bien défendu, il y a une zone de break. Si c'est mal défendu, il y a une zone de break qui est plus proche. En fait, c'est la base pour pouvoir entraîner derrière, de connaître tout ça. Donc moi, j'ai créé une formation qui dure 3h30 où je découpe le terrain en 11 zones sur lequel en fait il y a une distribution défensive à chaque fois en fonction du positionnement des mêlées adverses. Donc j'ai étudié ça sur des lancements de jeu sur 3 saisons de top 14 et je pense que c'est la base pour pouvoir être un bon entraîneur derrière, c'est qu'il faut connaître en fait toutes ces zones de break, puisque si c'est mal défendu sur une mêlée, il y a une zone de break, et quand c'est bien défendu, il y a une zone de break quand même. Quand on prend l'exemple du 4-0-2 sur une mêlée centre, il y aura toujours un surnombre côté 4 attaquants, et donc ça c'est des choses qui sont établies et on est obligé derrière de franchir sur les lancements de jeu en mêlée. Et donc on va revenir maintenant sur les ballons portés où c'est exactement la même chose avec de la distribution défensive et des lancements de jeu qui sont très normés qu'il faut connaître. Quand je dis que c'est exactement la même chose sur ballon porté, c'est pas totalement vrai. C'est-à-dire que sur ballon porté, on attaque soit de la gauche, soit de la droite, mais du coup, l'espace pour attaquer est beaucoup plus large sur les extérieurs et le positionnement de départ sera quasiment tout le temps similaire. Sur ballon porté, on peut considérer que les lancements de jeu vont se rapprocher d'une phase statique, car même si le ballon va être en mouvement, on va garder les lignes de hors-jeu pendant un certain temps et la distribution des défenseurs va être normée par certains critères pour bloquer successivement différentes zones de break. En fonction du positionnement des défenseurs, les attaquants vont prendre les informations et éliminer successivement les différentes zones, comme au football américain où le quarterback prend les informations et élimine les options au fur et à mesure. Et bien sur un ballon porté, ça se fait en temps réel en fonction de la réaction de la défense et de comment est-ce qu'ils vont se déplacer. Et l'objectif du coup, c'est de trouver la bonne zone à attaquer, et les lancements de jeu doivent être adaptatifs, c'est-à-dire que le lancement de jeu initial doit pouvoir se modifier pour pouvoir aller chercher cette zone de fracture. J'ai répertorié 4 zones qui peuvent être attaquées à partir de ballons portés. C'est une répartition qui m'est propre, que j'ai établie après l'étude de dizaines de sorties sur ballons portés. Et la distribution défensive et le positionnement des défenseurs d'une zone modifient obligatoirement le positionnement défensif des défenseurs d'autres zones. Et donc tout l'enjeu pour lancer le jeu après des ballons portés, va être de comprendre la distribution défensive, en quoi est-ce que ça va influer sur les différentes zones de break ou les zones de franchissement possibles, et du coup faire le meilleur choix pour pouvoir choisir quelle zone il va falloir attaquer. En réalité, quand on le pose sur le papier, c'est pas si compliqué que ça. Mais c'est quelque chose que tous les joueurs, les passionnés et évidemment les entraîneurs de rugby sont dans l'obligation de connaître s'ils veulent comprendre comment le rugby fonctionne. C'est vraiment des schémas décisionnels et des prises d'informations en permanence pour pouvoir faire le meilleur choix possible. Une fois qu'on connaît ces éléments-là, c'est des choix qui paraissent tellement simples et évidents qu'on se dit mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? C'est comme beaucoup de choses dans le rugby, une fois qu'on a les éléments en main, c'est très très simple de comprendre et de l'expliquer. En revanche, le plus compliqué, c'est de réussir à obtenir ces éléments puisque c'est ce que je dis souvent, le milieu des entraîneurs pros est très fermé et donc on fait peu redescendre ces informations-là, on les fait même pas du tout redescendre. J'ai jamais entendu un commentateur qui va nous expliquer en fait quels sont les schémas décisionnels et quelles sont les informations que le 9 prend et pourquoi est-ce qu'on attaque cette zone-là. Ce que je me propose de faire, c'est de vous donner tous ces éléments-là de manière à vous permettre de comprendre quels sont les paramètres qui sont importants et qui vont influer sur la décision de vos joueurs si vous entraînez, de vous-même si vous êtes joueur et des joueurs que vous regardez si vous êtes simplement spectateur. Pour ça, en revanche, ça demande beaucoup de travail, évidemment, de regrouper toutes ces informations-là, de les transcrire et de les formaliser de façon simple. Donc, je vous invite à souscrire à la chaîne où vous aurez accès à tous ces éléments-là. Donc, ça sera divisé en plusieurs épisodes sur la distribution défensive des joueurs, sur la première zone, la seconde, la troisième et la quatrième zone à attaquer. En fait, pour moi, quand on lance le jeu à partir de ballon porté, ça ne sert à rien d'avoir 10 milliards de combinaisons. Il faut avoir une combinaison en fait avec les 4 zones à attaquer. Et en fonction des informations qu'on va percevoir, on va attaquer plus ou moins une zone ou l'autre. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Moi je vous pose la question, est-ce que vous avez conscience qu'il y avait 4 zones à attaquer sur les ballons portés? Et l'autre petite question, c'est à votre avis, quels sont les paramètres qui vont faire varier l'une ou l'autre des zones? Je vous invite à souscrire à la chaîne et je vous montre comment on fait, à vous abonner si ce n'est pas le cas.
Je remercie également tous les contributeurs qui vont s'afficher là sur le côté. Franchement, merci beaucoup. C'est grâce à vous que je peux développer cette chaîne et faire en sorte que ça continue de grandir. Alors après, il va falloir que ça continue de grandir si on veut pouvoir produire plus de contenu parce que j'ai plein de trucs à dire, j'ai plein de séquences. En tout cas, un gros merci, un gros big up. Là maintenant, ça doit s'afficher sur comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à la chaîne. J'attends vos réponses, des commentaires, des likes et on se revoit bientôt. Tchuss!